Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. L'Algérie vient de fêter le 61e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. On ne reviendra pas sur l'environnement de l'époque et sur les désaccords, les clivages qui ont animé les dirigeants de la Révolution. Le pouvoir a tout fait pour falsifier l'histoire de notre pays, notamment celle liée à la guerre de libération. Il a cherché par tous les moyens à faire oublier les vrais héros et en fabriquer des aïms. L'idéal d'une Algérie libre, démocratique et sociale a été trahi dès l'indépendance. Quel bilan peut-on tirer de toutes ces années durant lesquelles le peuple algérien a été soumis à des tensions permanentes? Ce qui a manqué à notre pays, c'est une vision et un cap. Sans être nihiliste, le bilan est catastrophique à tous les niveaux. L'Algérie se trouve, 61 ans après, dans une crise protéiforme, une crise de la nation, une crise morale, une crise des institutions qui manque cruellement de légitimité et surtout une crise de gouvernance faisant de notre pays un pays fragile et donc instable à terme. La fragilité étant constitutive de plusieurs facteurs, dont les principaux sont l'incapacité à gérer les contradictions transnationales par manque de vision historique du pays et de ce qui le fonde et le constitue. La mauvaise et inefficace gouvernance, la faiblesse de la cohésion sociale, l'illégitimité des institutions, de dirigeants corrompus, d'un manque flagrant de respect des droits de l'homme, de l'absence bien comprise de la liberté de la presse et de l'indépendance de la justice. C'est dans cet environnement contraignant, antidémocratique, antisocial que notre pays évolue. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est le populisme et la démagogie qui font office de programme politique pour ce régime, en prétendant que notre pays est une quwa dariba et que nous sommes devenus, comme par magie, un exportateur de paix, alors que nous avons été incapables jusqu'à présent de solutionner les crises que vivent nos voisins, le Mali, Libye, entre autres. L'intelligence, la perspicacité auraient voulu que le pays s'attelle à régler les crises à nos frontières, puis assainir l'environnement géostratégique pour enfin jouer un rôle majeur en Afrique et particulièrement dans la région sahélo-sahélienne et en Afrique du Nord. Cependant, le pouvoir a préféré s'impliquer très tôt dans ce qui est considéré comme la future guerre de bloc en s'alignant sur la Russie, rendant notre pays encore plus fragile. L'Algérie, l'espoir neutralisé. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mohsen Belabès, ancien président du RCD, qui est avec nous via Skype depuis Alger. M. Mohsen Belabès, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik Mohsen, saha aïdik. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci Mohsen Belabès. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans la deuxième partie de cette émission le professeur Houari Addi, qui est professeur émérite de sociologie à Sciences Po de Lyon. Il sera avec nous par téléphone. Donc on va commencer cette émission avec Monsieur Mohsen Belabès. Mohsen Belabès, merci encore une autre fois d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Comment peut-on évoluer la situation? Mohsen Belabès, on vient juste de fêter donc, le 61e anniversaire donc, de l'indépendance de notre pays. Quel constat peut-on faire de la situation en Algérie? Le constat, je suppose qu'il est plutôt le même. Depuis 62, à chaque 5 juillet qui passe, on se retrouve à fêter une date qui est censée être
un nouveau départ pour l'Algérie en 1962. Malheureusement, l'objectif que se sont donnés les révolutionnaires durant la guerre de libération, à savoir la construction d'un État démocratique et social, il n'a jamais été atteint. Non seulement il n'a pas été atteint, il n'a jamais été projeté. Les Algériens, le pouvoir algérien de tout temps, il n'a jamais voulu instaurer l'État de Tawa dans le pays. Nous sommes un pays qui a la chance de disposer d'une cagnotte qui vient essentiellement des hydrocarbures. On survit avec ça, alors que l'Algérie a tous les atouts, tout depuis 1962, pour devenir une grande puissance, pour devenir Kouavareba, comme l'a appelé le chef de l'État, parce que nous ne sommes pas dans les conditions. Nous avons été durant la guerre de libération en l'espace de 7 ans. Nous avions démontré une capacité à mobiliser tout le peuple algérien derrière l'armée de libération nationale et les formes de libération à l'époque. Mais depuis 1962, cette indépendance, il a été détournée. Ceux qui dirigent notre pays depuis 1962 pêchent par une absence de légitimité démocratique et de légitimité des urnes, ce qui fait que nous partageons. Moi, je suppose que nous sommes actuellement dans une phase de régression, à ce que nous avions connu il y a quelques années, notamment du point de vue des libertés et même de l'illusion d'institutions démocratiques à un certain moment, parce qu'il y avait quand même un semblant de liberté qui était laissé aux acteurs politiques pour agir, pour dire, pour proposer, pour discuter, pour apparaître même très peu dans un certain nombre de cas. Tout ça a disparu depuis maintenant 2 années. Les gens qui sont au pouvoir, ils croient avoir gagné la partie par la répression, par l'instrumentalisation de la justice, comme si l'objectif d'un pouvoir, l'objectif d'un dirigeant, c'était de mater sa population, c'était d'en finir avec les libertés au pluriel, même si ils sont consacrés dans la Constitution. Donc, ils n'ont jamais eu comme vision, comme objectif, comme projection d'avenir de construire l'État démocratique et social qui a été l'objectif des révolutionnaires de 1954, donc qui l'a écrit dans la déclaration du 1er novembre 1954. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, Mohsen Belhabbas, le combat pour l'indépendance était inachevé? Certaines élites décrivent la situation comme quoi l'indépendance n'a pas été mise jusqu'à bout, si on peut dire. Est-ce que toutes ces luttes rentrent dans ce combat pour une Algérie libre et indépendante? Non, les premiers à avoir dit que le combat pour l'indépendance nationale n'a pas été achevé, c'est les révolutionnaires eux-mêmes. Donc on peut citer Hassan Ahmed, on peut citer l'équipe Qassim qui s'est retrouvé assassiné quelques années après l'indépendance. On peut citer plein d'acteurs de premier rang durant la Révolution, des membres du gouvernement provisoire, ou bien des chefs de wilaya historiques qui très vite se sont retrouvés marginalisés, parfois un certain nombre d'entre eux assassinés. Et jusqu'à récemment, on a vu comment des acteurs comme des anciens maquisards comme Lardar Bourga'a qualifiés
la situation, effectivement, du point de vue de l'objectif qui a été fixé à la révolution algérienne, on peut dire que nous sommes dans une indépendance inachevée. Nous sommes indépendants bien par rapport à l'apparence coloniale. On peut dire nous avons réussi à récupérer le territoire pour asseoir une forme de souveraineté dessus, mais nous n'avons pas mis en place des institutions qui pouvaient projeter le pays vers le meilleur. C'est ce qui fait que nous partageons dans les mêmes problèmes depuis 1960. La question de la légitimité est récurrente. On en parle. On a commencé à en parler en 62, on continue à en parler en 2021. La question des libertés démocratiques, c'est pareil. On en parlait en 62, on continue à en parler. Donc, effectivement, il y a encore un combat à mener. Et est-ce que vous pensez, Mohsen Belabès, votre parti, vous-même aussi, autant que figure, vous étiez donc dans le Hirak. Est-ce que vous pensez que le Hirak s'inscrit dans cette continuité historique? D'abord, moi, je ne peux pas parler en nom de mon parti. Maintenant, je n'ai aucune responsabilité dans le parti, mais je peux parler en tant que Mohsen Belabès. Le Hirak, c'est une continuation du combat pour l'instauration de l'état de Dawa. Dès le départ, le Hirak s'était fixé comme objectif, lui aussi, on résumait des slogans qui ont été scandés par le peuple algérien durant les marches populaires qu'a connues l'année 2019 et l'année 2020. C'était essentiellement la construction de l'état de Dawa. Bien sûr, dès qu'on parle d'état de Dawa, on parle de légitimation des institutions, donc une légitimation démocratique par des yeux. On parle de liberté démocratique au pluriel. On parle de Dawa et de respect de Dawa. D'où l'idée qui a été consensuelle durant ces 2 années, c'était pour aller vers l'état de Dawa, il fallait passer par une phase de transition, ce qui a été refusé par le pouvoir en place. Très bien. Souvent, on dit que la situation politique en Algérie, parce qu'il y a l'émission, si on peut dire, de l'armée dans les affaires politiques. Comment peut-on analyser cette question, Mohsen Belabès? Est-ce que vous pensez que le vrai problème en Algérie, c'est cette immixtion de l'armée, entre guillemets, dans les affaires politiques? L'immixtion de l'armée dans les affaires politiques, c'est un point, mais c'est pas de tout. Il faudra reconnaître aussi qu'il y a une forme on appelle en arabe tataful. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs, voire même de cadres qui sont complices parce qu'ils n'agissent pas et ils n'essayent pas eux aussi de s'impliquer dans ce combat. L'essentiel pour eux, c'est d'être avec le dirigeant du moment, quelle que soit sa couleur. Nous avons eu affaire à un pouvoir. Certes, les têtes ont changé depuis 60 à ce jour, mais du point de vue du fonctionnement, des pratiques, c'est les mêmes. Même si, par moments, on les a connus plus islamistes que les islamistes, on les a connus plus démocrates que les démocrates, on les a connus plus berbéristes que les berbéristes. Donc, ils s'adaptent à des situations
question. L'essentiel pour eux, c'est de rester au pouvoir. Ils ont été socialistes quand c'était à la mode, ils ont viré vers le libéralisme quand c'était à la mode, donc ils sont capables de prendre, de se mettre sur la coupe de n'importe quelle idéologie, le tout, et de rester au pouvoir et de ruser avec le peuple algérien. Mais c'est vrai que l'implication de l'armée dans les affaires politiques, même si ce n'est pas fait de façon directe, parce que c'est tout le monde qui l'a toujours dit, ce n'est pas nouveau, les dirigeants officiels. Ceux qui font office de façade, c'est des civils. Mais il y a un certain nombre de mécanismes qui font que ces civils obéissent à des règles. En fait, c'est tout ça qu'on appelle. Est-ce que ces mécanismes ont changé, Mohsen Belabès? Je vous en prie. Il faudra aussi dire que peut-être nous aussi, nous n'avons pas assez ou nous n'avons pas su bien le faire. Le pouvoir a toujours profité, pas seulement profité, il est derrière un certain nombre de problèmes qui existent entre des acteurs de l'opposition, entre des citoyens algériens qui tous veulent aller vers la consécration de l'État de Dawa, mais qui chacun s'est méfié de l'autre pour des considérations qui ne devraient pas être, à mon avis, parce que nous avons vu comment les révolutionnaires algériennes en 62 ont mis de côté un certain nombre d'idéologies pour se mettre d'accord sur l'objectif principal qui est la libération du pays. Cela, nous n'avons pas su le faire parce qu'il y a quand même un signe qui doit nous réunir. Au minimum, si c'est question de liberté démocratique, si c'est question de liberté de respect du droit, si c'est question des conditions de l'exercice politique et du pouvoir, donc que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté des partis politiques, c'est question de l'ouverture médiatique. Donc là, c'est des choses qui doivent quand même nous réunir, et c'est ce que nous devrions, en tout cas, nous avons déjà essayé d'agir dans ce sens, créer les conditions d'un débat parmi les acteurs qui se revendiquent de l'opposition. Très bien. C'est une question qui est très importante, Mohsen Belabès. On va y revenir, et je sais que vous êtes en train de parler de l'opposition. Vous avez mentionné donc les mécanismes. Est-ce que les mécanismes ont changé? Je parle des mécanismes de gestion de l'État. Est-ce que, surtout qu'on n'a pas arrêté de marteler, le peuple algérien connaît dans une Algérie nouvelle, Jazair Jadida. On va écouter ce qu'a déclaré Abdelmajid Tebboune à l'occasion donc du 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. سنة 2021 عرفنا كثير من السابوتاج في هذه المحطة هذه. كانت فيها عصابة مدفوعة من عصابة المال وغيرها بالتقريب يوميا يحاولوا يخربوا تزويد بالكهرباء، يحاولوا يخربوا هذا حذاري. رغم أن في 21 كانت محاولات بضرب الأطباء وضرب هذه وزرع البلبلة وزرع كذا والسيولة المالية وكذا، يعني مجموعة من كانت داخلة فيها قطع المياه على المواطن، ولكن إن شاء الله تجاوزنا هذا. Mohsen Belabès, est-ce que cette question de la Isaba qui revient souvent, donc est-ce que cette Isaba, elle est en train de bloquer les réformes? Est-ce qu'on est dans cette Algérie nouvelle, surtout après l'arrivée donc de Abdelmajid Tebboune en 2019, beaucoup d'observateurs pensent qu'on est en train il y a un recul extraordinaire en termes de liberté et surtout par rapport aux acquis de 88. Mohsen Belabès.
je pense que c'est une forme de populisme plutôt que de parler de cette manière, parce que c'est connu, le pouvoir algérien a toujours laissé faire un certain nombre de sabotages qui s'inscrivaient dans le cadre de la lutte des clans, donc des luttes internes au système. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé, mais ils ont toujours laissé faire parce que nous ne sommes pas un pays où il y a des institutions qui doivent agir en leur temps. Par exemple, on peut prendre dans la question de la corruption que nous avions dénoncée pendant des années, notamment au début des années 2000. Donc, moi, je parle de 2003, 2004, 2005. Donc, quand l'argent a commencé à couler à flot en Algérie du fait de l'augmentation des prix du baril, à l'époque déjà, nous avions commencé à dénoncer la corruption des dirigeants qui, pour l'essentiel, étaient dans le gouvernement de l'époque. On se souvient tous des dossiers de l'autoroute Ouest-Ouest, du dossier de Khalifa, du dossier de Sonatrach 1, Sonatrach 2, mais à l'époque, le pouvoir n'a pas agi. Il a décidé, y compris dans l'affaire Khalifa, ils se sont plutôt attaqués à des seconds couteaux. Ils n'ont pas voulu cibler un certain nombre de dirigeants qui étaient dans le gouvernement à l'époque. Si la justice avait agi avec le on n'aurait pas ce genre de problème. C'est pareil maintenant. Moi, je ne pense pas qu'il appartient à un chef de l'État de parler de cette manière. Parce que soit vous avez des services de sécurité et une justice qui doit agir sur la base de dossiers, soit vous ne les avez pas. Vous savez, le problème qui fait que c'est très difficile de faire une lecture de la situation politique dans notre pays du point de vue des orientations, de ce qui se fait, de ce qui doit être fait, c'est que nous sommes face à un gouvernement, je dirais, qui est rentré dans une forme de mutisme muet. Il ne communique pas, il ne parle pas. Quand vous avez un chef de l'État, c'est connu partout dans le monde, le propre des chefs de l'État, c'est de profiter de toutes les occasions qui se présentent à eux pour délivrer des discours structurés sur des objectifs, sur un certain nombre de choses à entendre, pour rendre compte sur un certain nombre de réalisations, de parler bilan. Là, nous avons affaire à un chef de l'État qui ne le fait pas, y compris à l'occasion du 5 juillet. J'ai suivi un peu ce qui se passe à l'occasion du Torah, mais c'était pareil, c'est pas compliqué pour un chef de l'État de préparer un petit texte de 2-3 pages et de délivrer un message à la nation à l'occasion de ce genre d'événement. Nous n'avons pas. Ça a disparu. Donc vous avez des petits speeches sur des situations isolées au niveau d'un certain nombre de communes ou d'un certain nombre de wilayas. C'est pareil d'ailleurs pour le gouvernement. Nous avons affaire à un gouvernement qui est muet. Les ministres ne communiquent pas. Le Premier ministre ne communique pas. C'est vrai que nous les voyons de temps en temps à l'occasion de petites inaugurations, mais on n'appelle pas ça de la communication politique de la part d'un gouvernement. Donc vous avez un gouvernement qui est muet. Quand vous avez un chef de l'État qui est muet, c'est difficile d'analyser la situation. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. La seule institution qui est sortie un peu de son mutisme, elle est sortie de son mutisme du point de vue de l'image. C'est l'armée. L'armée qu'on appelait la muette à l'époque, nous la voyons maintenant partout. Nous la voyons par l'image et de temps en temps, il y a une forme de communication à travers la... Puisque vous êtes en train de parler de cette institution, Mohsen Belabbas, c'est vrai qu'on la voit surtout partout, comme vous l'avez dit, et on l'entend surtout. On va écouter ce qu'a dit Chingriha par rapport donc à Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, donc, et à l'occasion de 61e anniversaire de l'indépendance. On écoute Chingriha et je reviens à vous très rapide. السيد الرئيس إن ما يعرفه بلدنا اليوم تحت قيادتكم الرشيدة من إنجازات مشهودة ونهضة محمودة
ليس إلا امتداد لتلك الفترات الذهبية من تاريخنا المجيد، وملحمة أخرى أعادت لأمتنا الأمل والطموح في التطور والازدهار والرقي. وقد نجحت بلادنا بفضلكم ثم بفضل المخلصين من أبناء الجمهورية في بعث المشروع النهضوي الوطني الهدف لجعل الجزائر صاعدة وفاعلة ومقتدرة، ويتعزز لها استقلالها الوطني اقتصاديا وتكنولوجيا ومعرفيا. Mohsen Belabès, vous avez parlé de l'armée. Est-ce qu'on est dans le populisme ou est-ce que c'est nous qui sommes dans le pessimisme? Nous voyons tout noir. Qu'est-ce qui se passe exactement? La situation entre ce que les dirigeants algériens disent et la réalité, c'est un contraste, Mohsen Belabès. Donc, c'est visible à l'œil nu, la situation est très difficile pour le peuple algérien. Donc, nous vivons une crise économique, sociale, culturelle, institutionnelle, une crise de gouvernance. Personne ne peut la nier. Ce n'est pas parce que, encore une fois, comme ça a été le cas, à partir de 2003 avec l'augmentation des pays du baril, nous sommes dans une situation où nous profitons de l'augmentation des pays du baril et de la forte demande en gaz. Nous sommes un pays producteur de gaz avec la guerre en Ukraine. Donc il y a une forte demande, notamment les pays européens qui ont décidé de boycotter le gaz, en tout cas de se préparer à boycotter le gaz russe. Ils se sont dirigés vers notre pays, donc nous profitons un peu de cette situation. Mais jusqu'à quand l'Algérie va continuer à ne compter que sur la production d'hydrocarbures en général? Donc, est-ce que nous avons vu depuis qu'il y a eu cette disponibilité financière un certain nombre de projets importants lancés dans notre pays pour créer de l'emploi, pour créer une valeur ajoutée? Nous n'avons pas vu ça. Il y a eu la relance d'un certain nombre de projets qui ont été stoppés du temps de la SABEL, et puis c'est tout. Donc, la réalité, c'est que je ne sais pas, est-ce que les dirigeants algériens croient que ces hydrocarbures vont être par là ad vitam aeternam, va continuer à survivre avec cette gaz, ou bien il faudra se préparer à une situation telle que les situations que nous avons connues déjà en 2014 avec la baisse du pays du baril, telle que nous avions connu durant les années 90. Il n'y a pas dans le sens. Maintenant, je comprends qu'un certain nombre de dirigeants qui ont mis au devant le chef de l'État, ils sont obligés de caresser dans le sens du poil. Donc c'est le rôle, c'est pas ça le problème. Même le gouvernement, c'est dans son rôle que de caresser dans le sens du poil par rapport à ce que ferait, entre parenthèses, le chef de l'État. Mais la réalité est là. Est-ce qu'il y a un débat sur la scène publique algérienne? Il n'y a pas de débat sur la scène publique algérienne. Nous sommes en train de répéter les mêmes phrases, les mêmes discours, les mêmes discussions depuis des années. J'aurais pu comprendre que l'armée soit plus visible qu'avant parce qu'il y a de quoi avec la situation sécuritaire à niveau de nos frontières, avec la guerre en Ukraine. Effectivement, il y a un certain nombre de problématiques qui font que l'armée
doit se donner un minimum de visibilité parce que la situation sécuritaire, c'est une réalité au Mali, au Niger, avec la présence d'Israël au Maroc. C'est leur rôle que de s'inquiéter de ce genre de situation et de s'y préparer. Il ne faut pas être aussi naïf et croire que le fait que Israël s'installe au Maroc, c'était comme ça par hasard. Il n'y a pas de risque. Vous savez, les Russes, pour l'essentiel, s'ils ont décidé de se lancer en guerre en Ukraine, c'est parce qu'ils ne veulent pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Absolument. Donc, tous les pays dans le monde, tous les États dans le monde s'intéressent à leur sécurité, se projettent dès qu'ils voient un danger se rapprocher. Mais si on revient, ça c'est la question sécuritaire, Mohsen Belabbès. C'est quand ils se mêlent de la gestion politique quotidienne nationale, quand ils s'impliquent dans la répression des acteurs politiques et sociaux. Vous savez, il y a quand même une quasi-disparition des cafés littéraires dans le pays. Il y a une quasi-disparition des associations culturelles et sociales que nous avions connues pendant un certain nombre d'années, qui étaient très actifs parce qu'ils animaient le débat, parce qu'ils organisaient de l'activité, ils créaient des événements, ils produisaient du discours. Donc tout ça a disparu. Donc on ne peut pas dire que la situation elle est bonne dans notre pays. Nous sommes dans une situation catastrophique. Nous sommes dans pleine régression. Bien sûr, je sais que ce n'est pas une fatalité. Rien n'est fatal dans la vie. Mais est-ce que cette situation est inquiétante, Mohsen Belabbès, quand on voit ce recul des libertés, quand on voit que vous avez parlé des cafés littéraires, mais aussi on a vu des associations qui ont été dissoutes, comme l'association Rage, on a vu des personnalités politiques qui ont été inquiétées et même poursuivies en justice parce que ils sont opposants politiques au pouvoir. Est-ce qu'on est en train d'affaiblir l'Algérie à l'intérieur par ces pratiques? Bien sûr que l'Algérie est affaiblie justement par ces pratiques, parce que quand on veut, tu sais, j'entends un certain nombre de partis politiques du pouvoir parler de la construction du front intérieur, un discours que nous avions entendu de tout temps, y compris du temps de Abdelaziz Bouteflika, donc dans l'ancien Essaba, il était question de la construction du front intérieur. C'est un discours qui revient de façon récurrente. Nous, on ne peut pas parler de construction d'un front intérieur quand on interdit la parole, l'action politique, l'organisation en association, s'organiser en parti politique. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir une dynamique dans la société? C'est un certain nombre d'organisations que nous pouvons mettre en place à travers des lois qui doivent régir tout ça. Mais tout ça a disparu. Est-ce que c'est non, c'est plus qu'inquiétant parce que ça a provoqué déjà une régression. Et pour rattraper ce retard, il faudra un certain nombre d'années. En réalité, c'est les dirigeants algériens. Moi, de mon point de vue, depuis 1962, les dirigeants officiels ont provoqué un retard énorme au développement du pays sur tous les plans. Et je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils le font exprès. D'une part, c'est de l'incompétence, d'une autre part, c'est une mentalité qui remonte au siècle dernier, voire avant la guerre de libération, qui fait qu'il faudra mettre en place une forme de paternalisme sur la société algérienne. Mais la réalité, c'est que nous sommes en 2023, nous ne sommes pas dans les années 30 ou bien 40 ou bien 50 pour agir de la sorte. Quand même,
bizarre si on décide de regarder la moyenne d'âge des responsables au niveau des institutions, en tout cas les plus importantes institutions du pays, ça fait peur. Partout dans le monde, la tendance du point de vue de la moyenne d'âge est quand même à la baisse. Dans notre pays, la tendance du point de vue de la moyenne d'âge des dirigeants, il a toujours été à la hausse. Je pense que ça va continuer comme ça. Vous avez parlé de la politique de l'Mcheml Mohsen Belabès. Dernièrement, il y a eu des initiatives, même votre parti, et vous l'avez bien précis, bien sûr, vous parlez au nom de votre nom, donc au nom de Mohsen Belabès, pas au nom du parti du RCD, mais il y avait une initiative du RCD. On aimerait avoir votre aperçu par rapport à ça, mais il y a aussi Bengrina qui a parlé d'une initiative. Quel est votre sentiment par rapport à ces initiatives? Est-ce que les choses sont en train de bouger ou est-ce que les choses sont en train de bouger dans le mauvais sens? Avant de vous donner la parole, on va écouter Soundbite 4 si c'est possible, Athman Mahzouz qui est l'actuel président du RCD. On l'écoute et je reviens à vous, Mohsen Belabès. سنة 2021 عرفنا كثير من السابوتاج في هذه المحطة هذه. صحيح. كانت فيها عصابة مدفوعة من عصابة المال وغيرها بالتقريب يوميا يحاولوا يخربوا تزويد بالكهرباء، يحاولوا يخربوا هذا حذري. رغم أن في 21 كانت محاولات بضرب الأطباء وضرب هذه وزرع البلبلة وزرع كذا Désolé, un petit problème technique, donc c'était Abdelmajid Tebboune, c'est pas Athman Mahzouz. Mais on va écouter Bengrina par rapport donc à cette initiative. On l'écoute et je reviens à Mohsen Belabès. إعلان لالتقاء الجزائريين من أجل الوطن لباها العشرات لحد الآن، ومن خلالكم أقول بأنها لا زالت مفتوحة ليلبيها المئات، ولا زالت لم تصغ بنودها. فكل من يستطيع أن يلتحق من الشخصيات الوطنية، من النخب، من الصحفيين، من النقابيين، من الجمعيات المهنية، من الجمعيات الوطنية، من الأحزاب السياسية، من كل أطياف المجتمع، لا زال هذا النداء مفتوح، وهو يستقطب يوما بعد يوم عدد من المكونات. Donc c'était Bengrina. Mohsen Belabès, on est en train de parler d'initiatives politiques. Est-ce que vraiment on est en train de créer entre guillemets, une fausse opposition, une fausse initiative, parce que les vrais concernés ne sont pas inclus dans ces initiatives. Parlons bien sûr des personnes, des figures qui sont connues du Hirak. Quelle manœuvre? Comment peut-on analyser la situation quand ces partis parlent d'initiative? Non, d'abord, on ne peut pas comparer entre des initiatives qui viennent de l'opposition démocratique et des initiatives qui viennent des partis du pouvoir, ou bien qui ont du pouvoir. On ne peut pas comparer des initiatives qui viennent d'une opposition qui n'est pas dans les institutions et des initiatives qui viennent des partis politiques qui sont dans les institutions. Il y a une grande différence. On ne peut pas comparer l'initiative d'un parti politique qui interdit des médias, donc les militants sont réprimés au quotidien, qui subissent une répression de façon directe et indirecte, avec des partis politiques qui profitent donc des largesses du pouvoir. Ce n'est pas pareil. Absolument. Et là, vous parlez du RCD, bien sûr. Et oui, parce qu'il faudra reconnaître les partis politiques de
démocratiques ne sont pas tolérées ces derniers temps. En fait, n'ont pas d'autorisation pour organiser déjà leurs propres activités en interne. Ils sont exclus des médias publics et privés, pas seulement médias audiovisuels, maintenant y compris la presse écrite, une forme de répression contre des militants continue. C'est tout à leur honneur qu'ils continuent d'essayer d'organiser des petits espaces de débat pour échanger, pour essayer de se projeter. Mais s'agissant des partis qui sont dans le pouvoir, qui sont dans les institutions, quand même c'est malheureux la faiblesse du discours auquel ils sont arrivés. Parce que quand vous êtes dans les institutions, vous êtes censé agir dans ces institutions. Vous êtes dans le Parlement, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat. Pour un certain nombre d'entre eux, ils sont dans le gouvernement. Ils viennent parler de recrutement, d'organisation professionnelle, de syndicats, comme si ces structures continuaient à exister. La réalité, c'est que, y compris les syndicats autonomes, ils ont été laminés. Le syndicat maison lui-même, du GTA, il a été laminé, n'en avons plus parlé. Vous savez, ça fait quand même 3 années que la fameuse tripartite a disparu de la scène politique, en fait, y compris du temps de la SAPA. Y compris du temps de zéro, de tout temps, il y a eu la tripartite, ces syndicats maison leur fait dire ce qu'ils veulent dire, ils font passer ce qu'ils veulent, mais une forme de formalité, mais il avait une certaine utilité. Au minimum, ça nous permettait de comprendre un peu plus les intentions du pouvoir, parce que c'était une forme de communication. Donc vous savez, y compris la tripartite a disparu, les syndicats autonomes, donc n'en parlons pas. Alors là, pour les associations et les capitaux, j'en ai parlé tout à l'heure. La société a été destituée et c'est un choix qui a été fait par le pouvoir. Ils ne veulent plus d'intermédiaires entre le peuple et les institutions. Tout ça, nous allons payer très cher dans quelques années. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que les initiatives doivent exister. Moi, je suis sûr qu'il y a même... c'est inévitable. Il doit y avoir en ce moment des gens qui vont agir dans une forme de semi-clandestinité, et c'est de bonne guerre. Parce que quand vous réprimez les structures organisées, partis politiques, associations ou cafés littéraires et autres, et ben, les citoyens vont se retrouver dans des cadres de débat, d'échanges. Mais ils vont échanger parce que personne ne peut se taire sur la gravité de la situation que vit notre pays. Ça veut dire tout citoyen responsable, il va se dire qu'il faudra bien faire quelque chose. Nous n'allons pas continuer à être comme ça, comme des observateurs passif, même si moi je comprends qu'il faudra faire attention parce que le pouvoir il est rentré dans une forme de folie qui a fait que il s'est permis, continue à se permettre d'emprisonner des milliers de citoyens algériens juste parce que ils ont osé donner une opinion politique. Souvent dans dossiers qui sont en traitement devant les tribunaux, on transforme l'opinion politique, la lecture politique de l'événement en information infondée. On vous accuse de propagation d'informations fausses, alors qu'il ne s'agit pas d'informations. Souvent, c'est des lectures politiques qui font un certain nombre de citoyens sur un certain nombre de situations. Mais c'est grave ce qui s'est passé. Surtout quand on voit le nombre d'acquittements qui interviennent au bout de 2-3 années d'emprisonnement. Et malheureusement, c'est les victimes justement de cette répression par l'emprisonnement, ils ne sont même pas dédommagés parce que c'est beaucoup de 3 années de prison, 2 ans de prison, voire même 1 mois
c'est beaucoup. Quand vous êtes privé de votre liberté, c'est comme si vous êtes d'une certaine manière privé de votre vie. C'est très dangereux. Restez avec nous, Mohsen Belabès. Ceux qui croient que les Algériens vont se taire dans la durée se trompent. Il y a toujours un moment, c'est vrai qu'il y a des moments où il faudra peut-être prendre du recul, réfléchir un peu plus, se dire que attendons de voir, peut-être ils vont revenir à la raison, ils vont redonner de la liberté aux citoyens, ils vont réouvrir les médias, ils vont redonner des autorisations pour la création d'associations et des partis politiques. Mais là, ça tue, ça fait quand même, nous sommes bientôt en fin de mandat. Très bien. De Tebboune, rien n'a été fait dans le sens. Ils sont en train de creuser dans le sens de toujours moins de liberté, moins. Absolument. Même si les officiels sont consacrés. Restez avec nous, Mohsen Belabès. On a été rejoint par le professeur Hawari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po de Lyon. Il est avec nous par téléphone. Professeur Hawari Addi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, professeur. Barakallahu fik. Shukran على الاستضافة. Allah يبارك فيك. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et le bonsoir à vos auditeurs et à vos invités. Mohsen Belabès est avec nous, professeur Hawari Addi. Comment peut-on qualifier la situation, professeur Hawari Addi, par rapport donc à ce que vit notre pays? On vient juste de fêter donc le 61e anniversaire de l'indépendance. Votre analyse? Mon analyse, c'est que nous sommes dans la durée historique qui a commencé en 62, où les militaires ont renversé le pouvoir civil du GPRA. Il y a eu donc l'échec du programme d'industrialisation de Boumediene qui justifiait la prise du pouvoir par les militaires. Ensuite, il y a eu les émeutes d'octobre 88 qui ont été une très bonne occasion pour un changement de régime, malheureusement suivi 3 ans après par un coup d'État qui a annulé des élections. Et il y a eu la décennie noire dont le pays a souffert. Il y a eu le vide, 20 ans de vide de Bouteflika. Il y a eu cette très grande opportunité du Hirak qui a proposé aux dirigeants une transition pacifique. Les dirigeants ont refusé. Et quand je parle de dirigeants, c'est une quinzaine ou une vingtaine de généraux qui veulent être les seuls acteurs politiques. Ils veulent être les seuls acteurs politiques en interdisant aux Algériens de faire de la politique. Voilà. Et donc, quel est le schéma? Quel est le schéma politique de l'Algérie? Nous avons un État réduit à sa plus simple expression administrative et zéro politique, interdit de faire de la politique, aucun corps intermédiaire dont parlait justement Mohsen Belabès. Or, les corps intermédiaires sont très importants pour la vie sociale et le fonctionnement de l'État. Les corps intermédiaires sont des courroies de transmission. Est-ce que vous vous imaginez une voiture sans courroie de transmission? Ça ne fonctionne pas. Et donc, nous sommes dans le même paradigme. Et ce paradigme, les généraux ne veulent pas le changer. Et tant qu'il n'y a pas un signe d'ouverture de leur part, il ne peut pas y avoir de changer. Maintenant, il y a un danger. Il y a un danger parce que lorsque le commandement militaire se politise comme il l'est, il risque d'y avoir des divisions. Regardons ce qui se passe au Soudan. Hein? Qawat al-Sari' ou al-Jij, etc. C'est le conflit. Quand le conflit atteint le commandement militaire, c'est le pourrissement, c'est la guerre civile. Allah yastar.
Il faut espérer vous pensez, que les généraux professeur prennent Houari, vous conscience pensez donc et qu'on n'en arrive pas ce là. danger existe? Ce danger existe. Nous sommes une société comme toutes les sociétés humaines. Vous ne pouvez pas interdire le politique. Si vous interdisez le politique, il va se loger ailleurs. Puisque le politique est interdit dans l'espace public, eh bien, il va se loger dans le commandement militaire. Et on l'a déjà vu. En 2015, qu'est-ce qu'il y a eu? En 2015, il y a eu une opposition entre le DRS et l'état-major. Et l'état-major a pris le dessus, il a réduit au silence le DRS. Mais on risque encore de voir cette forme de... Le politique, il va se manifester dans le commandement militaire, et là, c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça que les grandes démocraties, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ils interdisent à leur armée de faire de la politique. Pourquoi? Pourtant, leurs généraux sont beaucoup plus formés, sont beaucoup plus compétents que les généraux, que nos généraux. Parce que le commandement militaire appartient à tous les courants politiques de la société. Il n'appartient pas à un seul courant. Voyez-vous? Et donc, il faut juste espérer que les généraux prennent conscience de ce baril d'explosifs sur lequel ils sont assis et qui risque d'éclater. En tout cas, personne ne l'espère, mais il risque d'éclater. Est-ce que ce danger dont vous êtes en train de parler, cette gestion dans notre pays, expose l'Algérie non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur? À l'extérieur, nous sommes exposés parce que l'extérieur, c'est la jungle. Et quelle que soit la période ou le moment. Regardez ce qui se passe en Ukraine. L'Occident veut écraser. L'Occident ne veut pas que la Russie soit une puissance militaire et économique et nucléaire, etc., etc. Donc, sur le plan international, c'est la jungle, c'est l'animosité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être fort, il faut être uni dans l'intérieur pour résister aux pressions de l'extérieur. Les pressions de l'extérieur n'ont jamais cessé sur l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est beaucoup plus faible politiquement et diplomatiquement, donc ces pressions s'exercent de manière encore plus lourde. Et le pays, évidemment, il est en danger. Parce que Israël est à nos frontières avec le Maroc. Mais qui c'est qui a poussé le Maroc vers les bras d'Israël? C'est cette politique stupide. Alors qu'il faudrait résoudre ce problème du Sahara occidental. Il y a des solutions. Et les généraux ne veulent pas le résoudre parce qu'ils pensent que tant que ce conflit durera, eh bien, l'unité nationale se fera autour d'eux. Mais à quel prix? À quel prix? Le Maghreb, c'est 100 millions d'habitants. Vous vous rendez compte ce qu'on perd de construction économique au niveau du Maghreb à cause de ce conflit qui a été inventé par Boumediene? Est-ce que, professeur Houari Addi, il ne me reste pas beaucoup de temps, une question, je pense, qui est très importante, elle a été soulevée aussi par Mohsen Belabbas. Le rôle de l'opposition en Algérie, pourquoi le régime a tenu si longtemps et est-ce que la faute est seulement la faute de ce régime? Vous avez parlé de 15 généraux où on se partage aussi la faute, mais aussi, peut-être c'est aussi la faute de cette opposition qui n'a pas pu saisir l'occasion, par exemple, du Hirak. Votre réaction par rapport à cette question, professeur Houari Addi? Mon réaction, c'est que notre histoire a militarisé le politique. Parce que les forces politiques qui ont arraché l'indépendance ont été obligées de militariser le politique pour arracher l'indépendance. Et donc, on est resté dans la militarisation du politique. C'est pour ça que ce sont les militaires qui sont les principaux, les seuls acteurs politiques, et ils ne veulent être les seuls acteurs politiques. Maintenant, la militarisation du politique, c'est la violence. Et moi, je trouve que les Algériens, mais franchement, sans aucune démagogie, les Algériens sont mûrs, ils ne veulent pas régler ce problème de la militarisation du politique par la violence.
Et ils font pression. Par exemple, lorsque vous avez dans un stade où il y a 40 000 ou 50 000 jeunes ou supporters, comme la dernière Coupe d'Algérie au mois de juin, et que des milliers de gens qui disent Medaniya Machi Askariya, c'est une demande pacifique de démilitarisation du politique. Et les Algériens ne veulent pas utiliser la violence parce que c'est la catastrophe s'il y a une violence contre notre armée. C'est quand même notre armée, c'est pas l'armée des généraux. Les Algériens, ils considèrent cette armée comme la leur. Elle a été créée par leurs parents et grands-parents. Donc, il ne faut pas utiliser la violence. Mais les généraux, ils savent cela et ils en profitent. Alors, ça, mon opinion personnelle, c'est que j'espère et je souhaite qu'il y ait une prise de conscience chez les jeunes généraux. L'Irdiri n'est pas un cas isolé. Il y a des généraux comme l'Irdiri mais il y a la vieille garde qui bloque. Et est-ce que vous avez... Mohsen Belabès est avec nous, il est en train de vous écouter, Houari Addi. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une responsabilité de l'élite algérienne? On n'a pas vu d'initiative, on n'a pas vu de réaction ces derniers temps par rapport à ce qui se passe en Algérie. Vous avez parlé du danger qui guette notre pays. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait une communication, une certaine des rencontres entre ces différents leaders qui étaient très impliqués dans le Hirat? Mais il leur est interdit Mohsen Belabès, il continue comme ça. Il y a une épée de Damoclès sur Mohsen Belabès. Il y a une épée de Damoclès sur Karim Abou. Ils ne peuvent pas. Moi, si j'ai ce langage qui est direct, qui est franc, c'est parce que je suis à l'extérieur. Si j'étais à l'intérieur, je serais plus prudent. Voyez-vous? Donc, il y a une chape de plomb. Et ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'initiative. Mais c'est interdit. Et il y a des centaines et des centaines de militants qui sont en prison parce qu'ils n'ont fait qu'exprimer une opinion. Alors qu'on va en prison si on prend les armes. Mais qui en Algérie remet en cause le monopole des armes, le monopole de la violence à l'État? Mais personne. À partir de ce principe, à partir de cette acceptation, normalement, les Algériens devraient pouvoir critiquer Tebboune, évidemment, et critiquer le fait que les généraux s'impliquent dans la politique en ayant un parti politique qui est le DRS. Le DRS devrait être réorganisé pour être un service d'espionnage et de contre-espionnage qui défend la nation, et non pas un service qui traque l'opposition. En traquant l'opposition, il affaiblit les corps intermédiaires, il affaiblit la société et il affaiblit l'État. C'est l'État qui l'affaiblit. Et si l'État est faible, l'armée aussi sera faible. L'armée aussi. Regardez, quelle est la conséquence sur le plan économique? C'est même pas la peine d'en parler. Sur le plan diplomatique, l'Algérie est devenue un nain. Pourquoi je dis un nain? Parce que l'Algérie, qu'on le veuille ou non, c'était un géant dans la diplomatie dans les années 60 et 70. Aujourd'hui, c'est devenu un nain. L'Algérie n'est pas présente dans le conflit, dans la solution du conflit en Libye. L'Algérie est absente de ce qui se passe au Soudan, même au Sahel, au Yémen. Elle n'a pas d'avis sur le conflit entre l'Occident et l'Iran. L'Algérie a disparu. Et pourquoi? Parce qu'il est interdit aux Algériens de faire de la politique. Il est interdit. Et puis, l'Algérie traîne un boulet diplomatique avec elle, cette histoire du Sahara occidental. Mais enfin, il faut résoudre ce problème. Et il est possible d'être résolu. Et on s'est aliéné une majorité de pays. Parce que on s'est replié. Le régime est hostile à son peuple, à son élite. L'élite ne cherche qu'une chose, c'est partir. Mais enfin, jusqu'où ça va continuer cette situation? Est-ce qu'on peut finir cette émission avec une note d'optimiste ou la Rabbi Yastar? La note d'optimisme, c'est la maturité des Algériens
la maturité des Algériens, ils ne veulent pas que le pays aille vers la violence. Parce que si on va vers la violence, c'est la Syrie, le pays disparaît. Et on a beaucoup d'ennemis autour de nous qui vont se frotter les mains. Donc, ça, c'est un point positif. La maturité, le pacifisme et le dynamisme de cette jeunesse. Le dynamisme et le patriotisme de cette jeunesse. Cette jeunesse, elle aime son pays. Et cette jeunesse n'a aucun problème avec l'armée. C'est un certain nombre de généraux qui ont un problème avec le pays. Voyez-vous? Non. Dans le long terme, maintenant, je suis optimiste. Dans le court terme, c'est bloqué. Merci beaucoup, professeur El-Houari Addi. Barakallahu fik. Merci d'avoir participé à cette émission. Mohsen Belabès, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez entendu écouter professeur El-Houari Addi. C'est un plaisir d'écouter le professeur Addi. C'est un sociologue donc, qui comprend la société mieux que nous, les politiques. En tout cas, c'est ce genre de lecture aussi. Ça nous permet à nous, les politiques, d'avoir une meilleure analyse de la situation. C'est une bonne chose que des élites continuent à intervenir dans un espace comme celui-là, parce que les Algériens ont soif d'écouter des débats sur des problématiques qui les concernent directement. Ça permet de maintenir la flamme. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Moi, je comprends qu'il y a un déclin du point de vue de l'action collective, citoyenne, que ce soit de l'action organisée ou bien de l'action individuelle des autres, mais il faudra comprendre que la répression et l'instrumentalisation de la justice sont passés par là, mais moi je dirais que les dirigeants, en tout cas ceux qui continuent à avoir un minimum de raison, doivent réfléchir sérieusement et commencer à regarder du côté rétablissement des libertés démocratiques dans leur ensemble et du côté de la libération des détenus politiques et d'opinion. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Mohsen Belabès. C'est moi qui vous remercie. Mohsen Belabès, l'ex-président du RCD qui est avec nous depuis Alger via Skype. Merci à vous. Merci aussi à professeur El-Houari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po de Lyon. Désolé, on a dépassé un peu le temps de l'émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartakoum saha wa bqaw ala khair.